Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo, nous pouvons commencer. L'invitée de Succès Made in Femme aujourd'hui est Audrey Pommier-Flobinus. Audrey est ingénieure d'études sanitaires au registre des cancers de la Martinique et fondatrice de l'organisation non gouvernementale Humanity for the World. Entre son investissement au sein du Lions Club du Lamentin, sa cause professionnelle dans la lutte contre le cancer et son ONG, Audrey est pleinement engagée dans les causes humanitaires. Audrey révèle comment le concours de Miss Martinique a su lui redonner confiance en elle et lui permettre de se surpasser et d'affirmer cette femme passionnée. À travers son organisation Humanity for the World, Audrey souhaite ramener l'amour inconditionnel au centre de la vie de l'homme. Avec une équipe aux quatre coins du globe, persévérance et performance sont les leitmotifs d'Audrey. Son investissement a d'ailleurs été récompensé en 2018 lors des Stevie Awards avec la récompense de femme dirigeante de l'année des organisations non gouvernementales. Découvrez comment Audrey a su transformer les difficultés de sa vie en mission et service auprès des autres. Bienvenue dans Succès Made in Femme, Audrey. Bonjour Claudia, merci de me recevoir. Tu es ingénieure d'études sanitaires au registre des cancers en Martinique. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots en quoi consiste ton poste d'ingénieur? Alors, je suis ingénieure d'études sanitaires spécialisée en épidémiologie des cancers et attachée de recherche clinique. Donc, ma fonction consiste essentiellement à répertorier tous les cas de cancer à la Martinique. Et ensuite, par rapport à ces données qu'on a récupérées, on va mettre en place des études épidémiologiques, toujours orientées vers une même thématique, qui est la cancérologie. Et donc, jusqu'à la publication. Donc, c'est en quoi consiste ma fonction essentiellement. Donc voilà, toutes les actions sont coordonnées par un médecin coordinateur, que je salue au passage. Et c'est un travail d'équipe et voilà, nous avançons depuis plusieurs années. Le registre existe depuis, répertorié les données de cancer depuis 1981 jusqu'à nos jours. C'est un outil de veille sanitaire en matière de cancérologie qui a permis de donner le jour aux structures de dépistage organisées contre le cancer du côlon, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Et donc, voilà, donc on travaille en ce sens. C'est-à-dire qu'on est une cellule de veille sanitaire en matière de cancérologie. Si on s'aperçoit qu'il y a une localisation cancéreuse qui augmente anormalement, on va signaler et ça va donner lieu à des actions qui vont être prises par l'ARS, par les institutions dédiées. Voilà. On peut constater qu'en fait, qu'il y a de plus en plus de femmes et selon les statistiques, 29% des ingénieurs diplômés sont des femmes. Ça reste quand même un domaine qui est avant tout masculin. Est-ce que ça a influencé ta façon de travailler? Non, pas spécifiquement, dans la mesure où c'est le milieu dans lequel j'évolue est scientifique et très honnêtement, il y a plus de femmes que d'hommes. Le médecin coordinateur qui coordonne toutes les activités, c'est une femme, c'est une jeune femme. Moi-même, sa collaboratrice aussi, ce sont tous des docteurs en sciences. Et on travaille surtout avec des femmes, et les hommes sont plutôt minoritaires chez nous. Donc, c'est peut-être exceptionnel, mais tant mieux, j'évolue. Il y a beaucoup plus de filles qui font des études scientifiques que les hommes. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais ça se voit. Hein. Je me rappelle que j'étais en fac de médecine, il y avait plus de filles que d'hommes. Hein. Et puis, non, ça n'a pas d'influence sur ma façon de fonctionner, de travailler. J'ai 2 collaborateurs, un biostatisticien et puis un autre ingénieur aussi comme moi. Il n'y a pas de particularité, sauf quand il faut déplacer de gros meubles dans le bureau. Non, mais sinon, j'ai pas ressenti cette influence. Peut-être que c'est parce qu'on est aussi une petite unité, j'ai pas ressenti cette différenciation entre les deux sexes. Pardon. Alors, tu as été aussi deuxième dauphine de Miss Martinique. Qu'est-ce que cette élection t'a appris et qu'est-ce que tu gardes avec toi aujourd'hui dans ta vie
professionnelle et personnelle? Alors, cette élection a été pour moi, on va dire, le déclencheur de ce que je suis devenue aujourd'hui. Parce qu'en fait, alors ma vie, hein, c'est une succession de challenges, c'est une succession je suis née dans un contexte dans lequel rien ne me prédestinait à être celle que je suis aujourd'hui. Et je crois que Miss Martinique m'a redonné confiance en moi. Enfin, c'est très facile des fois de voir des émissions à la télé se dire ah oui, ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font sur un podium, elles se pavanent et tout ça. Mais non, c'est-à-dire qu'il y a derrière cette mise en valeur de la femme, moi je parle en ce sens, euh, ça m'a donné vraiment confiance en moi parce que moi j'avais vraiment je n'avais pas une haute opinion de moi-même. Et on va dire que ça a permis de construire celle que je suis devenue, dans la mesure où j'ai pu voyager. J'ai représenté la Martinique à une élection qui s'appelle Miss West Indies à Saint-Martin. Et puis, je sais pas comment dire, la rencontre avec d'autres cultures, d'autres filles, permet de se repositionner, de réaliser une introspection sur soi-même et de comprendre qui on est, sa position dans la Caraïbe, sa position en tant que femme et les responsabilités qui nous incombent. Donc, puis voilà, moi, ça me ramène tellement loin ce que tu me. Mais Ça me mais ça a été le déclencheur. Moi, oui, ça a été le déclencheur. Vraiment, c'est pour te dire, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'étais au collège, ça m'avait traumatisée. Et on avait fait un concours de la plus belle fille de la classe. Et en fait, j'étais sortie dernière. J'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps parce qu'en fait, j'avais été élue la fille la plus laide de la classe, quoi. Mais, et en fait, les enfants sont très couillons entre eux à cet âge. Et après avoir eu mon bac, je me suis dit pourquoi pas, quoi. J'ai été interpellée, on m'a demandé si je voulais me présenter. Moi, je ne voyais pas pourquoi, puisque j'avais grandi avec cette idée que bon, j'étais pas très physiquement, c'était pas trop ça. Et je me suis dit mais tiens, on m'interpelle, pourquoi pas. Mais j'ai eu mon bac, je suis contente. Ben tiens, on va tenter l'aventure, on va s'amuser, ça va être une grande aventure. Et puis voilà. Et quand je suis arrivée et que il y a des présélections, il y a tout un système. Ce qu'on voit à la télé, c'est le show, mais avant ça, il y a toute une présélection de culture générale, de tout plein de choses, et que j'expliquais un petit peu ma situation, parce qu'ils vous posent des questions un peu pointues sur la Caraïbe, sur des questions d'actualité. Vraiment, ils vérifient vraiment si vous avez un bagage intellectuel suffisant pour représenter la Martinique dans l'Hexagone. Et je suis ressortie de là sans opinion. Et puis quand je suis revenue, j'ai cru comprendre que j'étais parmi les trois présélectionnés, quoi, les trois. Donc je me suis dit quand même, ça m'a donné confiance en moi. Je me suis dit que c'est bon, il n'y a pas tout à jeter quand même et qu'il y a peut-être quelque chose à faire, potentiel. Et puis vous avez des coachs autour de vous, des mentors, on va dire, hein, qui vous donnent des idées pour vous habiller, qui vous aident à vous révéler en tant que femme. Donc, à mettre en avant son potentiel. Exactement, parce que toutes les femmes, tout le monde a un potentiel. Tout le monde a un potentiel qu'il s'agit de révéler. Et passer par ce genre de concours, ça permet d'en prendre conscience. Voilà. Tu as fondé en 2017 une organisation non gouvernementale qui s'appelle Humanity for the World. Quelles sont les raisons qui t'ont motivé à mettre en place cette ONG ? Je suis animée par un amour inconditionnel pour l'humanité. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que c'est... Enfin, il y a une expression qui dit que c'est de la paix de l'esprit que viennent les grandes idées. Moi, je crois que je suis animée par... c'est ma mission sur Terre. Je ne peux pas dire les choses autrement. Je crois que j'ai fait un certain nombre de choses. Je travaille en cancérologie, dans la recherche en cancérologie à mon petit niveau. Hein. C'est pas moi qui dis, je suis pas la meilleure dans mon domaine. Mais en tout cas, je fais à petite échelle quelque chose. Et j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus pratique pour l'humanité. Moi, je crois que je ne peux pas partir de cette terre sans avoir laissé une trace et avoir essayé au moins. Même si moi, je suis partie dans cette aventure en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne peux plus rester les bras croisés, regarder à la télé des jeunes réduits à être esclaves en Libye, des enfants
qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à des soins de qualité, des femmes, des hommes. Je ne peux plus rester comme ça dans mon coin. Il faut que j'agisse. Je ne pourrais pas avoir bonne conscience. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis guidée par ça, par cette force intérieure qui m'oblige. Des fois, je suis même pas. Je reviens sur la genèse de ce projet. Je me dis des fois, mais qu'est-ce qui m'a envoyé faire ça, Seigneur? Parce que le truc est tellement gros. Et je ne mesure pas, je fonce parce qu'en fait, je suis portée par cette force intérieure qui en fait, c'est de l'amour pur. Et alors, les gens qui sont autour de moi au début n'ont pas forcément compris, mais plus j'avance et plus ils comprennent vraiment et plus ils adhèrent. Et c'est ce qui me renforce dans le choix que j'ai entrepris, parce que je vois qu'il y a des gens, non seulement des gens autour de moi qui m'encouragent, qui adhèrent, mais aussi des gens du monde entier qui comprennent ce que je veux faire. Parce qu'en fait, quand on arrive avec un projet comme ça, tourné, orienté surtout vers l'amour, un amour inconditionnel pour l'humanité, ça peut paraître, entre guillemets, un peu cucu, quoi. Tu vois. Donc, ça peut paraître un peu illuminé. Voilà, celle-là, elle est un peu naïve avec son amour et tout ça. Mais ça, l'amour, c'est vraiment une force qui peut déplacer des montagnes. Et j'aime, ce que je veux faire, c'est faire la preuve par l'exemple. Donc, à petite échelle, je vais voir, j'essaie d'arriver là où je peux arriver. Moi, je suis, comme on dit, un soldat, je vais mourir au combat, je vais mourir pour mes idées s'il le faut, mais en tout cas, je vais essayer quand même. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né ce projet. Voilà. Justement, tu dis que tu es entouré, donc au sein de ton organisation, tu as des collaborateurs, des personnes présentes en Haïti, en Inde, Côte d'Ivoire, Indonésie. Quelles valeurs ont été essentielles pour toi pour réunir cette équipe? Les valeurs sont celles de l'amour, d'un amour, d'une volonté véritable d'aider autrui. C'est ça. Et toutes les personnes qui sont situées dans les différents pays, notamment d'Afrique, on n'a pas parlé du Togo, mais de Ghana, ni du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. Ce sont des personnes qui partagent cette vision que j'ai. Et c'est ce qui fait écho en moi et qui m'encourage à continuer à persévérer sur cette voie. Voilà, ce sont des gens qui sont vraiment investis par cette vision. Comment faites-vous pour collaborer à distance? Eh bien, nous collaborons par les réseaux sociaux, par tous les médias sociaux, surtout par WhatsApp. Sur WhatsApp, moi, je crois que c'est universel, donc tout le monde connaît WhatsApp. Et puis, d'autres médias, Skype, voilà, on communique. Et puis, des fois, enfin, quand je peux, je me rends sur place, voilà. Et puis, par le téléphone aussi. Est-ce que Humanity for the World, ton ONG, a des actions spécifiques envers les femmes? Nous avons des actions spécifiques orientées. Nous avons des actions spécifiques orientées vers les femmes, en effet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons nos missions sont spéculatives et opératives. Donc spéculatives parce que nous intervenons auprès des instances internationales comme les Nations Unies, comme la Commission européenne en tant que lobby. Et puis opératives parce que nous mettons en place des actions humanitaires. Donc oui, parce que nous sommes orientés, nous reconnaissons nos valeurs, à travers les 17 objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable font que le développement durable est transversal et c'est étalé dans plusieurs domaines. Et la lutte pour l'égalité entre hommes-femmes fait partie de ces objectifs-là. La mise en valeur de la femme, la révélation de la femme fait partie de ces objectifs-là. D'ailleurs, j'ai été contactée par des organismes en Afrique afin de pouvoir mettre en place un certain nombre de cycles de conférences afin de partager un peu mon expérience, partager la vision et de permettre l'émergence au sein des femmes, au sein des groupements de femmes africaines, permettre l'émergence d'un leadership qui va permettre de développer leur territoire, de développer leur pays, quoi. Donc, j'ai été approchée par le Mali, la Côte d'Ivoire notamment. Nous mettons en place des actions qui vont permettre aux filles d'accéder à l'éducation, parce qu'en fait, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Elles ont elles rencontrent les pires difficultés à pouvoir accéder à l'éducation. Ne serait-ce que ça, ce serait déjà bien. Donc, on a beaucoup d'orphelinats en Haïti, en Côte d'Ivoire, au Ghana,
sur lesquels on se penche et sur lesquels on essaie d'apporter une aide. Voilà. Tu as reçu en 2018 le Stevie Award, qui est une récompense internationale qui récompense les organisations et les entreprises pour leur accomplissement. Quel a été l'impact de cette récompense pour toi et pour Humanity for the World? Alors, l'impact de cette récompense, elle est vraiment démesurée dans la mesure où c'est une reconnaissance internationale de la véracité de ce que j'ai entrepris. Alors le point culminant, ça a été quand je suis venue avec mon anglais chaotique, parce que je parle anglais, mais je parle encore suffisamment correctement, mais avec mes quelques mots, j'ai réussi à me faire comprendre. Quand je suis venue sur la scène avec un parterre d'Américains, vous pouvez compter le nombre de personnes de type négroïde dans la salle, et que je suis venue dire que j'ai monté une organisation et qu'il y a une seule vision pour l'humanité, un amour inconditionnel universel, les gens ont applaudi, mais les autres personnes qui sont passées avant moi, ils n'ont pas été applaudis comme ça. Moi, je me suis dit, c'est que je suis sur la bonne voie et que je ne me suis pas trompée et qu'il faut que je continue. Et vous savez, des fois, quand vous doutez, vous avez des fois des moments où la charge est tellement lourde que c'est il y a toujours un moment dans la vie où vous avez besoin d'un souffle d'énergie qui arrive. Et ça, j'en avais besoin, vraiment. Parce qu'en fait, quand je suis venue là, je ne m'attendais pas forcément à monter sur le podium, à avoir les caméras qui me... Enfin, il y a toute une batterie de promotion de la chose, de l'événement. Je ne m'attendais pas à être interviewée, donc je n'avais pas préparé mon interview, en anglais en plus. Donc j'ai réussi à négocier l'interview en français. Je ne m'attendais pas à monter sur l'estrade pour récupérer mon prix. Et ça a été vraiment l'apothéose, en trouvant plus de ma mère et puis de membres qui m'ont accompagnée de l'équipe. C'était vraiment extraordinaire et ça a été vraiment un retentissement. Des gens sont venus me saluer pour le travail qu'on avait déjà accompli. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est grand-chose. Hein. J'avance dans ce que je fais pour le bien de l'humanité. Alors, c'est un peu prétentieux de le dire, hein, mais je fais à mon échelle ce que je peux faire. En tout cas, si je meurs demain, je sais que j'ai essayé et c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, je continue parce que les gens, ils croient en ce que je fais, je crois en ce que je fais et les gens me portent. Et tant qu'ils vont me porter, tant que moi-même je crois, eh bien, j'avance. Voilà. Alors, afin de maintenir un tel niveau d'accomplissement, de rester aussi impliqué dans les différentes organisations, comment t'organises-tu pour mener à bien tous ces projets? Alors, disons que j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas beaucoup le temps pour autre chose. Donc, le matin, je me réveille très tôt. Et je fais de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Et le soir, après le travail, c'est juste j'arrive à la maison vers 19h. En général, jusqu'à minuit, 1h du matin, je travaille. Je travaille sur ce que j'ai à faire. Je communique, je travaille. Donc, jusqu'à 2h pratiquement tous les jours du matin. Je ne compte pas mes heures, hein, parce qu'en fait, c'est une passion. C'est pour ça que je crois que le message qu'il faudrait laisser aux femmes surtout, c'est qu'il faut faire des choses avec passion. Il faut faire les choses par amour. Parce qu'en fait, quand les moments difficiles arrivent, c'est seulement l'amour que vous avez pour ce que vous faites qui va vous permettre de rester éveillé, de vous battre, de continuer à se battre. Sinon, on abandonne. Hein. Si je n'étais pas passionnée par ce que je fais, je n'aimais pas ce que je fais, j'aurais déjà abandonné il y a bien longtemps parce que c'est vraiment très difficile. Hein. C'est très haletant, c'est un rythme haletant. Et puis on a une pression. Moi, je suis hyperactive, c'est vrai, mais je suis perfectionniste. Donc en fait, je me mets la pression toute seule. C'est encore pire que si c'est quelqu'un qui vous met la pression. Donc, Justement, comment fais-tu pour surmonter les difficultés? Qu'est-ce que tu mets en place pour surmonter les difficultés et en même temps préserver ton bien-être? Pour moi, les difficultés ne sont pas des difficultés, ce sont juste des obstacles qu'il s'agit de franchir. Donc, j'ai pas de limite. Je sais que s'il y a un truc à faire, je vais le faire. Pour moi, c'est pas une difficulté. Je vais le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je vais le faire. Et puis, alors
non, pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas encore trouvé de moment pour aménager du temps. Je sais qu'il faudrait que je prenne du temps pour faire un peu de sport. J'ai essayé de recommencer il y a 2 jours. Ça va, plus ou moins, mais j'ai pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ce niveau-là sans sacrifice. C'est ce qu'il faut se dire. Pour avoir discuté avec des femmes à des niveaux supérieurs, il y a toujours quelque chose qu'on sacrifie. Il faut être prêt à faire ce sacrifice-là. Moi, je crois que c'est pour l'humanité. Ben, je fais ce qu'il y a à faire. Je fais mon travail, c'est tout. Je fais ma part je fais ma part. Je fais ma part comme dans le petit conte du colibri. Et puis, on verra ce qu'il advienne, on verra ce qu'il advienne de l'avenir. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne ressens pas de souffrance, mais je fais les choses, c'est tout. Tu es aussi impliquée au sein du Lions Club. Quelles sont les missions du Lions Club et quelle est ta contribution? De prime abord, quand j'étais dans cet état, dans la recherche en cancérologie, et que je voulais passer une phase pratique, donc j'ai recherché un groupe qui m'aurait permis de mettre en place des actions humanitaires, de venir en aide aux plus démunis. Et donc, je me suis retrouvée au Lions Club du Lamentin, plus précisément. Le Lions Club, c'est une organisation, c'est un club de service qui vient en aide à la population. Et les thématiques du Lions Club du Lamentin sont orientées surtout vers la cancérologie, la lutte contre le diabète, la lutte contre la toxicomanie. Et ça, c'est très pertinent dans la mesure où j'ai un petit frère qui est toxicomane. Qui est toxicomane. Donc, je voulais absolument faire quelque chose de pratique et pour la santé et pour venir vraiment en aide aux démunis et surtout aux toxicomanes. Et donc, c'est le club qui me permettait de mettre en place ces actions. Donc voilà, donc je suis la présidente de la commission des effectifs. Et puis, je suis aussi le community manager et puis la secrétaire du club pour la période 2018-2019, pardon. Donc, on travaille autour de toutes ces thématiques-là, on met en place des actions. Et, pourquoi j'ai monté mon organisation? Parce qu'en fait, les actions du Lions Club en général sont limitées par des prérogatives qui sont prises à la maison mère qui se situe aux États-Unis. Et donc, moi, je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Donc, voilà. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Audrey, sur la présentation de ton parcours et surtout de cette ONG qui promet beaucoup d'actions universelles. Nous allons aborder maintenant les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de dire ce qui te vient en premier à l'esprit après chaque question. Très bien. D'accord. Quand tu entends le mot succès, quelle est la première femme qui te vient à l'esprit et pourquoi? Je vois Oprah Winfrey. Oprah, parce qu'en fait, Oprah, c'est une femme qui a transcendé la souffrance dans laquelle elle est née et qui est devenue une star planétaire. Le succès, vraiment, elle a vraiment, c'est ça. Elle a transcendé cette souffrance et c'est devenu son moteur, qui a fait de la femme, enfin, qui a construit la femme qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire. À toutes les femmes, moi, je dis que c'est ça qu'il faut faire. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Je lui dirais que les apparences, ce sont des leurres, quoi. Il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de la superficialité. Quel est le sujet qui te passionne, que tu pourrais aborder si tu étais l'invité d'un TEDx et qui soit en dehors de ton domaine d'expertise? Le webmaster. Alors, moi, je n'y connaissais rien du tout en site internet, en matière de site internet. Comment construire un site internet? Moi, je n'y connaissais rien. Et moi, je crois que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je suis capable aujourd'hui de construire un site internet. Voilà. Ah, c'est magnifique, ça. Ça, c'est sûr, oui. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, les auditrices de Success Made in Femme peuvent rester en contact avec moi via LinkedIn, via Facebook. Alors, je m'appelle sur Facebook Audrey Flobinus, mais Audrey Pommier Flobinus et Audrey Flobinus, c'est la même personne. Il n'y a pas de doute. Et voilà. Sinon, ils peuvent s'adresser à moi par les réseaux sociaux que j'utilise pour la communication de Humanity for the World.
Donc sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Flickr, tous les réseaux sociaux, Twitter, voilà. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir passé ce moment avec nous et de nous avoir présenté ton parcours. C'est moi qui te remercie, Claudia, et puis je te souhaite bonne continuation. J'espère que ce parcours inspirera beaucoup de femmes et qu'elles trouveront leur voie. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.